Bonjour à tous, merci de vous être connectés à l'heure et de manière interactive à notre webinaire. Aujourd'hui, nous avons la chance de traiter un sujet nouveau dans l'association, mais pas nouveau dans le supply chain, puisque c'est un sujet des plus importants pour la supply chain, c'est comment je vais planifier stratégiquement, tactiquement et voire opérationnellement mes opérations, que je sois dans un environnement industriel ou de distribution. Et aujourd'hui, grâce à notre partenaire Colibri SNOP, nous allons découvrir les apports d'un processus SNOP, alors autant sur l'aspect métier que sur l'aspect digital, puisqu'on a voulu traiter les deux sujets avec Cédric. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Cédric Hutt, qui est chef de produit chez Colibri SNOP, et qui nous a fait une présentation top. Ça va être notre basique pour les autres webinaires que nous allons programmer sur le processus SNOP, et il y en aura plusieurs. Donc, je vais laisser Cédric se présenter. Moi, je resterai aux commandes pour lire vos questions dans la zone de chat et les relayer à Cédric au moment opportun. Et Cédric a aussi émis l'envie de vous poser des questions. Donc, vous pourrez répondre également dans la zone chat. C'est à toi, Cédric. Je te laisse la main. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Merci déjà de nous accueillir dans l'association et d'être venus nombreux ce matin. Donc, je vais me présenter effectivement. Je m'appelle Cédric Hutt. Je travaille chez Colibri, qui est un éditeur de solutions SNOP. J'ai cumulé au compteur un certain nombre d'années d'expérience effectivement dans la planification de la supply chain et les process SNOP en général, puisque je fais ça depuis avant l'an 2000, on va dire. Et on va pas remonter plus loin pour pas être désagréable avec soi-même, mais voilà, ça fait un petit moment que je suis là-dedans, et chez Colibri, je m'occupe de la roadmap, c'est-à-dire du plan d'évolution produit, de vers où on veut aller, comment on y va, de piloter les équipes R&D. Et donc, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Le but, on en a discuté avec Jean-Baptiste, le but ici, c'est vraiment d'être assez général, parler du processus, des apports, de ce que ça peut vous apporter, de comment on fait, et pas forcément de vous détailler toutes les fonctionnalités de nos solutions qui n'étaient pas le but de la manœuvre. Donc, en revanche, si ça vous intéresse, vous pouvez nous recontacter par la suite et par ailleurs. Parce que j'ai une présentation courte, histoire de ne pas vous saturer en blabla. Une petite, j'ai présenté la société juste avant, mais une définition du SNOP, principe, la genèse, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comment ça se dit en français, la mise en œuvre. On a des petites variantes, mais comment on fait? Globalement, c'est quoi la théorie, et puis dans la pratique, comment ça se passe? Les bénéfices constatés, je vais m'appuyer sur une étude externe de Bearing Point d'ailleurs, pour un certain nombre de sujets sur les bénéfices, les difficultés, et effectivement à quoi ça sert de s'outiller pour faire un processus SNOP, quel est le gain, quel est l'intérêt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. Je les verrai peut-être pas passer, mais Jean-Baptiste se fera un plaisir de me couper. Il connaît la présentation déjà. Qui on est rapidement, vu que c'est la première fois qu'on intervient ou qu'on se présente, ça vaut peut-être le coup de passer une minute là-dessus. Colibri, donc c'est une solution de SNOP qui a 10 ans, qui est une émanation du groupe Viséo. Je crois qu'on a, je regarde, je crois qu'on a Nicolas Comard. Ouais, on a un des cofondateurs de la société qui est dans la pièce virtuelle qui est là. Nicolas qui travaillait chez Viséo dans la practice supply chain, qui était un peu frustré de la complexité de mise en œuvre des solutions qu'il mettait en œuvre à l'époque. Je vous la fais hyper courte. Et qui s'est lancé dans la construction d'une solution plus simple, cloud native, etc., pour adresser les PME, les ETI, en tout cas les gens qui partent d'Excel et qui ne savent pas trop, qui n'ont pas forcément les moyens de se lancer dans des projets qui à l'époque étaient terribles. Donc la société enfin le produit a été fait il y a 10 ans au sein du groupe Viséo. Entre-temps, Colibri est devenu une société séparée.
en croissance rapide de l'ordre de 35% par an ces 2 dernières années. On va passer, on est à quelques semaines sans doute de passer les 100 clients. Donc, en fait, cette diapositive, il faudrait la mettre à jour 2 fois par semaine, donc c'est un peu compliqué. Mais on a une centaine de clients, voilà, plus de nouveaux clients par mois. On a une petite quarantaine de personnes. On va passer également les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça vous donne un peu une petite idée de ce qu'on fait, donc notre positionnement, mais vous verrez à la fin, c'est effectivement d'offrir des solutions simples de SNOP, prévision, planification. Si vous avez des questions sur Colibri, n'hésitez pas à poser en chat ou à nous contacter par la suite. Alors on avance, parce que ça c'était la partie pas intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est le SNOP? Alors déjà, si vous pouvez mettre sur le chat, alors on va poser la question simplement, si des gens ne savent pas du tout ce que c'est, je veux bien qu'on me dise, tout le monde sait déjà ce que c'est, mais a besoin d'un peu plus d'infos, ou s'il y a des gens parmi vous qui découvrent le terme ou qui en ont une idée que très floue. Partiel ou flou. Ouais, flou, parce qu'on peut Éloigné. entendre. On peut entendre parler de choses, mais sans savoir exactement. Peut-être que l'intérêt de venir aujourd'hui, c'est d'y voir un peu plus clair, ou au contraire, vous savez ce que c'est, mais vous ne savez pas comment vous y mettre, ou vous n'êtes pas sûr des bénéfices. Donc, Ouais, n'hésitez pas n'hésitez pas. à échanger sur le chat, à vous dire, bah non, on sait ce que c'est bon, ou au contraire, j'en avais jamais entendu parler. Ce que c'est, le SNOP, pendant qu'éventuellement ça papote sur le chat. Ah, bah voilà, je vois effectivement qu'il y a même de l'IBP. Alors, j'avais pas prévu d'aller jusqu'à l'IBP, mais puisque ça vient d'être mentionné, j'en dirai un mot. Littéralement, SNOP, ça veut dire Sales and Operation Planning, donc planification des opérations et des ventes. Et en fait, en français, on disait plan industriel et commercial. Enfin, on dit toujours, mais on dit plan industriel et commercial. Entre-temps, comme souvent, le terme anglo-saxon a pris un petit peu le dessus. Ça désigne un processus, pour dire les choses simplement. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une formule, c'est un processus de planification qu'on dit tactique, c'est-à-dire ni opérationnel, il ne s'agit pas de dire attention, demain matin, il faut penser à démarrer la machine X, ni hyper stratégique en disant il faudrait peut-être construire une usine parce que dans 8 ans, on sera saturé. On est entre les deux. On est sur de la planification qu'on appelle tactique, sur un horizon qui porte de quelques mois à 1 an et demi, 2 ans grand max. Donc c'est ça l'horizon, qui aligne toutes les fonctions de l'entreprise, puisque le but c'est de prendre des décisions qui sont cohérentes entre toutes les fonctions d'entreprise, et d'avoir un plan commun, un objectif commun. Donc de se dire ce qu'on produit, c'est ce qu'on a prévu de vendre, on investit là où on a prévu que ce soit rentable. Une cohérence comme ça. On fait du stock là où on est sûr qu'on a le fond de roulement suffisant. Enfin, on est dans la mise en cohérence des actions. Pour que tout le monde rame dans la même direction. Je le mets vraiment comme ça. C'est l'idée de mettre tout le monde ensemble, avoir une action cohérente. Et quand on dit tout le monde, si on peut compléter, parce que souvent on a l'impression que c'est de la production seulement, parlons aussi rapidement de la logistique, du transport, des approvisionnements, des ressources humaines, des achats. Quand on dit toutes les fonctions de l'entreprise, c'est toutes celles qui vont avoir un impact sur les opérations. Exactement. Et de la finance, puisque quelqu'un, alors moi je veux juste passer les petits messages, quelqu'un a parlé d'un process IBP en place. Donc le IBP, qui veut dire Integrated Business Planning, c'est une évolution, un peu comme les Pokémon, là, c'est une évolution du SNOP qui ramène la finance dans l'équation, c'est-à-dire qui permet d'exprimer la totalité des décisions, des enjeux, de les ramener sous forme financière et d'intégrer peut-être de manière plus forte la finance dans le process. Mais dans le grand principe, on est toujours en train de se dire, on met tout le monde d'accord, on va voir comment, mais je garde le principe. Donc c'est vraiment un processus, le SNOP. Historiquement, et la raison, Jean-Baptiste a raison, ça ne concerne pas que de la prod, mais historiquement, ce sont les grandes entreprises industrielles qui s'y sont mises. D'abord parce que dans les grandes entreprises, l'effet de silo entre services est plus facilement marqué.
dans une entreprise de 5000 personnes que dans une PME de 15 personnes où tout le monde se parle à la cafette. Donc, c'est effectivement né, et puis ça naît un peu aux États-Unis, de gens qui avaient déjà mis en place des choses. C'est né là-bas, de gens qui ont formalisé ces processus et qui se sont dit qu'il faut quand même, à un moment donné, mettre en cohérence nos plans d'action. Donc, je l'ai mentionné, je me suis beaucoup appuyé sur une étude de Bearing Point publique qui a été publiée. Il y a quand même 60. Alors, l'étude de Bearing Point concerne des entreprises de taille moyenne à grande. C'était une étude en Europe, mais où j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui répondaient, qui étaient dans la zone Suisse, Allemagne, etc. Donc, pas trop loin de chez nous, mais pas franco-française, mais néanmoins, donc beaucoup de gens dans la chimie, par exemple, parce qu'il y avait la Suisse dans le périmètre, mais on avait 72% des interrogés de Bearing Point qui faisaient du SNOP depuis moins de 5 ans. Donc, c'est pas encore complètement généralisé. Je ne sais pas si on a eu des réponses sur le chat, Jean-Baptiste. Non, Autre pas que sur ce je me répète aux sujet-là. États-Unis. Okay. On a la réponse de ceux qui en font. C'est ça. Ceux Donc, qui n'en font pas, peut-être n'hésitez les autres. pas. Ouais, si vous en faites pas, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez le faire sans le savoir. C'est ça qui est important. Hein. C'est un process qui a été formalisé, mais la formalisation peut être un peu restrictive. Mais on va justement passer sur comment on fait du SNOP. Attends, pour planter le décor, Cédric, je pense qu'il faut aussi dire maintenant dans les entreprises de distribution, elles sont aussi très friandes de ce processus. Parce qu'il est originellement venu de l'industrie, mais maintenant en distribution, même si on ne fabrique pas, on se rend compte que c'est quand même plutôt utile. Oui, alors peut-être qu'on a été très général. Quand on dit on aligne tout, hein, c'est vraiment on aligne. Historiquement, c'est de la charge CAPA, le SNOP. Si vraiment on rentre dans le détail, c'est ça que je pourrais vendre. Voilà, c'est ces volumes-là sur ces produits-là que je pourrais vendre. De l'autre côté, un directeur industriel qui va dire ben moi, c'est ça que je sais fabriquer dans ces quantités-là, dans ces dates-là. Et on mettait tout le monde dans la même pièce et on se décidait en disant ben, c'est pas la peine de faire une promo, on n'a pas la CAPA de la produire. Ou c'est pas la peine de dire que on ouvre telle filiale en septembre parce qu'on n'est pas en capacité de la servir. Ou au contraire, de se dire il faut absolument qu'on soutienne les ventes parce que les stocks s'accumulent et qu'on est en train de sous-utiliser l'outil industriel. Donc historiquement, ça vient de là. Mais à partir du moment où on a tendance, en théorie, à considérer que quand on fait du négoce, enfin en tout cas que la fonction achat, que les fournisseurs sont à capacité infinie et en capacité de fournir au moment où on en a besoin, les quantités dont on a besoin. Et en fait, là, ces dernières années, c'était quand même un peu compliqué. On s'est rendu compte que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Sans compter les problématiques logistiques, coûts de transport, etc. Et donc, effectivement, beaucoup de gens, même dans la partie appro, donc qu'ils soient dans le négoce ou que ce soit des appros de semi-finis de matière de composants, mais dans la partie appro, on s'est rendu compte que ce n'est pas si simple, qu'il fallait réserver des capacités. On a des clients chez Colibri qui ont dû justement faire du SNOP sur leurs fournisseurs parce qu'ils négociaient des capacités de prod avec leurs fournisseurs ou des quotas de production et qu'il fallait donc avant de réserver une capacité ou un quota, se mettre d'accord pour dire on est d'accord qu'on va bien vendre tout ça et que ça suffit pour tout ce qu'on veut vendre, mais qu'on va bien, voilà, qu'on est bien dimensionné. Donc effectivement, c'est sorti de ce monde purement industriel parce que dès lors qu'on prend des décisions supply qui sont des engagements un peu forts à moyen terme, eh ben on a l'obligation de s'assurer qu'on est cohérent dans son action. Merci effectivement d'avoir réouvert le truc. Mais on va prendre des exemples, je pense, sur quand on verra les bénéfices. Et en particulier, je passe à la diapo suivante si ça vous convient, et s'il veut bien, la mise en œuvre. Alors, si vous avez approché de près ou de loin le sujet, c'est toujours un processus mensuel en 5 étapes. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas toujours les mêmes étapes. Après enquête, c'est pas toujours les mêmes étapes. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a 5. Et la fin, c'est toujours la même, mais le début, des fois, ça change. Mais la première étape n'est pas toujours la même. Le principe important, il est, et c'est cette partie-là, il est de travailler à un niveau macroscopique. C'est-à-dire que si vous avez 2000 produits au catalogue, on n'est pas en train de passer en revue les 2000 produits parce qu'on n'arrivera pas à prendre une décision
moyen terme le type de décision qui est importante. Et peut-être je devrais commencer par le type de décision que j'ai rappelé sur la gauche, qui sont des exemples, hein, Jean-Baptiste, si tu as d'autres idées. Temps de travail. Alors typiquement, les grands classiques, on a quelques mois pour gérer l'annualisation du temps de travail, permet de la flexibilité, mais est-ce que je passe en 2-8, en 3-8, est-ce que j'embauche, gérer le temps de montée en compétences, formation. Est-ce que je passe en sous-traitance? Est-ce que je cherche un sourcing alternatif? Est-ce que je cherche un fournisseur alternatif, un sous-traitant? Est-ce qu'il faut que je fasse des ajustements tarifaires? La demande submerge mes capacités, on va en profiter pour augmenter les prix. Comme ça, on vendra moins en quantité, mais on continuera à faire de la croissance en chiffre d'affaires. Ou au contraire, les stocks s'accumulent, il faut soutenir la vente. Donc voilà, on est sur de l'ajustement de la demande, de l'ajustement du délai commercial. Si certains parmi vous font de la fabrication à la commande, le S&OP ne raisonne pas sur les stocks, le S&OP raisonne sur les délais promis aux clients. Et donc, effectivement, c'est de se dire, compte tenu de la charge du carnet de commandes, etc., on est plutôt à 3 semaines de délai de livraison en ce moment, où on passe à 4 semaines, 6 semaines. Et donc, de communiquer ça aux clients ou aux revendeurs. Voilà. De faire des plans promotionnels, de la communication client pour dire que ça va être compliqué, il va y avoir de la pénurie. Enfin, ce type de décision-là, qui est vraiment, qui permet d'ajuster la demande et de manière générale la capacité à fournir. Donc effectivement, on comprend pourquoi ça vient de l'industrie. Et pour faire ça, il ne faut pas se noyer dans les détails, il faut rester à une maille mois. En général, alors c'est ce qui est écrit dans les livres, une fois de plus, c'est un processus en théorie mensuel, où on analyse les choses à la maille mois et à un niveau macroscopique, donc macro-famille, macro-capacité, fournisseur critique. Ça, c'est la théorie. Et vraiment, il n'y a pas de honte à ne pas être collé à la théorie. J'ai connu des gens qui faisaient du S&OP sans le savoir à la maille hebdomadaire. Et c'est un vrai S&OP qui cochait toutes les cases. Il ne connaissait pas le mot, mais il le faisait. Voilà. Dans de la fabrication à la commande. Et la sortie de cette réunion, c'était l'ajustement des temps de travail, c'était l'ajustement des plans promo et c'était la révision du délai promis au client. C'était un vrai S&OP pur et dur. Ils le faisaient toutes les semaines parce qu'ils n'avaient pas lu les bouquins, donc ils ont trouvé tout seuls qu'il fallait faire ça et qu'il fallait mettre dans la même pièce le DG, le directeur indus et le directeur commercial. Et logistique. La finance courait derrière comme elle pouvait, mais voilà. Les 5 étapes classiques. La première est celle qui fait l'objet d'un peu de variété dans la littérature. Moi, j'aime bien dire qu'on commence par une revue d'indicateurs clés, qui piège, je suis désolé, c'est un anglicisme, qui est de dire, si on fait ça tous les mois, on se retourne et on se dit, le mois dernier, on avait décidé qu'on ferait ça, on pensait qu'on vendrait ça, on pensait qu'on fabriquerait ça, on pensait qu'on aurait ça en stock, où on en est. Ça me paraît quand même assez sain de commencer par se retourner, regarder dans le rétro et vérifier qu'on va quand même dans la bonne direction et qu'on n'a pas des dérives constatées. Vous trouverez dans la littérature... C'est l'occasion justement de dire si le plan il a marché, pas marché, de lancer des premières actions qui ne sont même pas des actions de la suite du processus, mais rien que pour s'améliorer. Exactement. Et comprendre si on a des dérives. Si on parle d'embauche, voilà, de personnel, si on n'y arrive pas, voilà, on sait déjà que le mois prochain, ça risque d'être compliqué, ou il faut qu'on trouve un autre prestataire d'intérim, etc. Ça lance d'autres actions potentiellement. Ça lance d'autres actions, et puis c'est un peu le b.a.-ba quand même du pilotage, qui est de se dire qu'il faut une boucle de mesure pour vérifier que ce qu'on fait produit les résultats escomptés. Sinon, ça risque un peu de tourner à la réunion où on discute et où, si on ne sait pas si les décisions qu'on prend ont des conséquences attendues, on n'est pas exactement dans la bonne configuration. Alors quand même, si jamais certains d'entre vous ont déjà lu, fait, pratiquent, la première étape, on parle parfois de revue produit, de revue promo. En fait, il y a des petites variantes sur cette première étape qui peut varier, on va dire, d'une littérature à l'autre. La suite, normalement, est assez commune. Discutable, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'organise. Il y a une revue de la demande, c'est-à-dire que on se dit, OK, voilà ce qu'on a vendu le mois dernier, voilà ce qu'on a prévu, c'est ça le budget, c'est ça les actions en cours.
on se remet d'accord sur ce qu'on pense vendre dans les mois qui viennent. Et ça peut être plusieurs hypothèses, hein. Ça peut être ce qu'on pense vendre. Pour ceux qui ont des appels d'offres, par exemple, c'est avec les appels d'offres probables. Sans les appels d'offres probables, ça paraît pas déconnant à cette étape-là de se dire qu'il n'y a pas une seule demande, mais possiblement une liste de demandes. Il y a des questions, je crois. C'était l'étape d'avant. Emmanuel Oui, nous dit effectivement, avant de parler des actions sur le KPI, travaillons sur les routes causes. Mais c'est classique, hein, dans la revue des KPI, déjà on mesure, on compare, et puis après, avant de passer à une action, effectivement, l'étape intermédiaire, c'est on cherche pourquoi. Et, exactement. Ouais, et- bonne. et l'exemple classique, hein, c'est j'ai pas fait les ventes, enfin les ventes diminuent, mais souvent c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas du stock disponible. Donc, plutôt que de changer sa demande à la baisse, il faut regarder si on avait le niveau de stock. Donc, Exactement. Oui, bonne oui, je remarque passe d'Emmanuel. vite. Je passe vite parce que c'est effectivement pas une masterclass de 4 heures et une présentation rapide, mais revoir les KPI pour se dire tiens, on n'y est pas, next point, on est d'accord, ça sert à rien, hein. On se dit tiens, les stocks n'ont pas baissé. Oh bon, ok, next. Bah non, pas next. Les stocks n'ont pas baissé. Pourquoi ils n'ont pas baissé? Les promos n'ont pas marché, pourquoi ils n'ont pas marché? Si on ne comprend pas, on ne va pas progresser. 100% d'accord et merci du complément aussi d'ailleurs. Et donc, par la suite, ce que je disais, revue de la demande. Donc, on se met d'accord sur un ou plusieurs scénarios de vente, hein. Le plusieurs scénarios dans certains métiers n'a pas d'intérêt. Vous faites de la vente grand public, etc. Bon, en tout cas, euh, des scénarios de vente et la revue de la supply, c'est-à-dire où on en est, où en sont les CAPA, où en sont les temps les temps de travail. Et donc, on se met d'accord sur les capacités de production si on est dans l'industrie, les capacités de nos fournisseurs, les retards moyens, tous les alertes qui peuvent être remontées par les fournisseurs sur leur capacité à livrer dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, l'idée, c'est effectivement de se projeter sur notre capacité à produire ou à faire produire ou à se faire livrer, notre capacité à vendre, et de réconcilier tout ça. Alors, dans les bouquins, on parle de créer plusieurs scénarios. De mon expérience, j'ai connu beaucoup d'entreprises qui faisaient un seul scénario. Je pense que si c'est la majorité des cas, c'est qu'il doit y avoir, un fond de c'est un peu chiant de faire plusieurs scénarios. En fait, on sait très bien vers où on veut aller, mais en tout cas, je vous le dis, dans la littérature, on parle souvent de faire plusieurs scénarios. Euh, le scénario peut être finalement, on a besoin de faire une fermeture annuelle, c'est mieux de la caler sur les 2 dernières d'août et pas les 2 premières parce que je ne sais pas quoi. On reste fermé, mais on monte les stocks avant. On fait de la sous-traitance. Vous voyez, les scénarios peuvent être des grosses décisions supply, de fermeture de sous-traitance, je fais de l'avion parce que je suis à la bourre, mais c'est plus de la planification plus opérationnelle. Mais en tout cas, de, enfin, faire de l'avion, c'est dépenser plus d'argent en transport pour réduire les stocks. Donc, ça peut être une décision assez typée IBP, hein, de se dire, faut qu'on réduise, on a un problème de besoin en fonds de roulement ou d'immobilisation de stock. Si on veut réduire les stocks, ben, on passe sur des appros en plus petite quantité et avec des délais plus courts et on va mécaniquement baisser les stocks, mais par contre, on paye un peu plus cher le transport. Donc, en tout cas, on va mettre en face les scénarios de demande, les scénarios de supply, et faire plusieurs hypothèses en disant finalement on a une solution qui est de faire ci, une solution qui est de faire ça, et de derrière présenter, et c'est le point important, de présenter à une direction générale, alors c'est vraiment important, et en tout cas un comité de direction, les propositions, scénarios sur lesquels on s'est mis d'accord. Et alors, pourquoi je dis que c'est important, c'est qu'un des points pour moi clés, enfin pour moi et pour beaucoup de gens, un des points clés, c'est quand même que tout le monde rame dans la même direction et qu'il y ait une implication générale et qu'on se dise, OK, on va essayer de vendre ça. En tout cas, l'objectif de vente ou la prévision, c'est ça. On va fabriquer ça. On aura ça en stock, on aura ça en retard, on aura ça en backlog, etc. On se met d'accord. On sort de la réunion sur un plan commun, chacun décline de son côté les actions promo, les ventes, la supply, la prod, les achats, on appelle les fournisseurs.
on on déroule le plan d'action qui sort un peu de ce cycle-là. Et comme ça, le mois prochain, on verra si on a bien avancé dans la bonne direction. Donc, ça, c'est voilà, je ne vais pas y passer toute la matinée. C'est le principe du SNOP qui est un process mensuel, en théorie, à un niveau macro qui met tout le monde d'accord. Merci, et merci, ça c'est un bon rappel. Est-ce que tu vas venir sur l'horizon aussi de travail? Parce que là, comme tu parles du mois d'après, on pourrait avoir tendance à Ouais, dire qu'on ne regarde que le mois suivant, après on va regarder le mois d'après. non, ouais, tu as raison. On fait l'exercice tous les mois, mais en regardant plus loin que juste le mois d'après. J'aurais dû le dire. Je suis passé rapidement dessus. L'horizon typique, c'est 12-18 mois. Euh, Là encore, j'ai vu du SNEP chez Labéry. 18 mois, ça n'avait pas de sens pour eux, hein, parce qu'ils ont des produits qui restent en stock 4 jours. Donc, il y a des gens qui vont faire un SNEP à très court terme parce qu'ils n'ont pas de problématique annuelle. Et dans l'aéro ou dans le spatial, on fait des SNEP à 5 ans parce qu'on a 4 ans de carnet de commandes. Donc, ça peut varier, mais le classique, c'est 12-18 mois pour couvrir au moins une année, un exercice budgétaire, etc. Tout à fait, Si, on est d'accord. exact. Alors, Est-ce que tu veux, on avance, parce que sinon... si tu veux poser des questions à la communauté, n'hésite pas, hein, Cédric, hein. Ouais. Ben, en fait, là, la question que j'avais posée, c'est qui pratique déjà, mais on a déjà eu effectivement, je crois, une petite réponse de Mamadou qui pratique l'IBP, donc qui est vraiment la version la plus avancée, et pas d'autres pratiques. Donc, par contre, on va passer sur le point suivant, mais n'hésitez pas à poser des questions ou à compléter. Qui sont les bénéfices, qui sont quand même un petit peu le sujet du jour, hein. Les bénéfices. Les conséquences de mettre en place ce processus, c'est que on partage les problèmes un peu en amont. C'est-à-dire qu'on fait cet exercice d'anticipation. En fait, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui font cet exercice une fois par an, au moment du budget. On commence en septembre, on fait un plan cohérent. Voilà, c'est piloté par le contrôle de gestion, les finances, etc. Puis le truc est peu révisé dans l'année. Donc quand on dérive vraiment fortement. Donc là, c'est dire on fait ça tous les mois. Donc quand il y a quelque chose qui dérive, on le voit tout de suite. On va anticiper les soucis, de se dire attention, on n'aura pas les capas si on fait rien. De se mettre en cohérence et d'avoir, je suis un peu sensible à la partie effectivement peut-être humaine de la chose, hein, mais de se dire on se met d'accord sur un plan tous ensemble. Donc derrière, on a pu ne pas être d'accord pendant la réunion, mais quand on sort de la réunion, tout le monde se dit ok, c'est ça le plan. Ça n'aurait pas été le mien, mais ok, c'est ça le plan. Et plutôt que de se dire chacun dans son coin, moi j'y crois pas, je vais quand même approvisionner ce que je pense qu'ils vont vendre parce qu'ils se trompent tout le temps. Il faut sortir de ce truc-là. Mais ouais, mais c'est, enfin, qui l'a jamais vécu, levez le doigt, hein, mais ça, c'est vraiment un ultra classique de chacun fait son truc dans son coin et ensuite tout le monde s'engueule, hein, pour la faire simple, hein, parce que pourquoi t'as pas approvisionné ce que je t'avais dit, parce que ça fait 10 fois que tu te trompes. Enfin bon, bref, on sort de là, on se met d'accord en amont et pas on s'engueule a posteriori, mais on se met d'accord en amont. Quitte à s'engueuler en amont en disant mais jamais vous arriverez à vendre ça, mais on en parle au moment où il faut en parler, sur 12-18 mois. Et donc, évidemment, le bénéfice, mais qui est mesuré hein, par Bearing Point, toujours sur ces moyennes entreprises en Europe, réduction du risque de rupture dans la chaîne. C'est-à-dire que, et là, effectivement, on parle de supply chain étendue, de possibles fournisseurs. Tout à fait fortuit, je suis bien d'accord, Sébastien. On est en train de se dire, on a anticipé des choses, on a anticipé qu'on va avoir une promo. Pour faire cette promo, il va falloir produire ça. Pour produire ça, il faut qu'on approvisionne les matières. Je suis sur un fournisseur qui est à 6 mois de délai. Et ben, comme on a anticipé la chose, on réduit les risques de rupture même en amont dans la chaîne. Le fournisseur, si vous lui commandez un gros volume, il faut peut-être le faire un peu en avance. Ou peut-être anticiper ce qui va se passer au moment du nouvel an chinois, etc. Donc réduction de risque de rupture, ça c'est tel que dit par les gens interrogés par Bearing Point. Les réductions de stock, c'est que comme finalement on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait vendre et ce qu'on allait produire, il y a de bonnes chances qu'on ait produit un peu plus ce qu'il fallait que si on ne se parle pas. Et augmentation du taux de service qui, au bout du compte, les produits sont dispo au moment où on en a besoin.
Un corollaire de la réduction de stock, mais qui était mentionné comme un point séparé, c'est la réduction des obsolescences. Si vous avez des produits qui, eux, ne sont pas, que vous ne pouvez pas garder en stock 10 ans, tout le monde ne fait pas des tuyaux en PVC ou des choses comme ça, vous faites du high-tech, vous faites des produits qui ont une DLUO ou une DDM limitée, parce que vous faites dans l'agroalimentaire, la chimie ou autre, et ben, en fait, si vous ne vendez pas à temps, il faut détruire et la destruction coûte cher. Donc ça, ce sont les bénéfices selon l'étude Bearing Point et les espèces de points qu'on a mis là sous forme d'étoiles. C'est on gagne en réactivité par rapport à un exercice annuel ou révisé une fois par trimestre. On gagne en efficacité. Et moi, j'étais un peu surpris que ça ne rentre pas, mais en fait, on baisse les coûts, parce que quand on réduit les urgences, on réduit quand même les coûts. Enfin, je veux dire, j'ai vu des gens livrer des bacs en plastique en hélicoptère. Donc la valeur du produit livré, c'était 10 euros. Il devait y en avoir une trentaine dans l'hélico. Donc on livrait pour 500 euros de produits en hélicoptère. Ouais, mais Autant vous dire que le on coût, évite, il est. ouais, mais on évite un arrêt bord de chaîne qui, lui, a des conséquences désastreuses sur la relation client-fournisseur. On est bien d'accord, mais là, je pense qu'il y avait quand même. Je sais bien, et tu te doutes que c'était de l'automotive. Mais effectivement, cela dit, on s'est peut-être raté sur les niveaux de stock et peut-être que, bon, c'est pas le sujet, mais il y a un vrai sujet qui est effectivement, et je ne l'ai pas dit, qui est dans l'exercice qu'on fait. J'ai dit qu'on pouvait faire des scénarios, j'aurais dû insister là-dessus. Il y a de l'évaluation de risque à faire. Vous avez des fournisseurs qui ne sont pas fiables. Il faut en parler. C'est de se dire, dans les scénarios de supply, c'est ça, c'est de se dire, mais attention, régulièrement, ils livrent avec un mois de retard. Qu'est-ce qui se passe si on a une rupture? Et donc, je suis bien d'accord que ça coûte 50 000 la minute, l'arrêt de la ligne de montage. Par contre, mettre un peu de stock au cul de la ligne pour éviter de livrer en hélicoptère, ça n'aurait pas été idiot. Si on avait fait cette étude de se dire quelle est la probabilité d'être en rupture, enfin, tout ça parce qu'il y avait un camion qui avait crevé un pneu sur l'autoroute, c'est débile, quoi. Enfin, ils ont arrêté, du reste, ils ont remis des stocks. On parle de l'automobile, on peut parler de la démarche de Smart qui s'est dit c'est quand même un peu con, on va mettre les fournisseurs et un peu de stock autour de l'usine pour arrêter ces tensions infernales. Donc, on est plus dans du stratégique que dans du tactique, mais dans les exemples, en tout cas, c'est vraiment cette capacité anticipée qui fait qu'on est un peu moins dans l'urgence. On n'évitera pas toutes les urgences, mais on s'évite de découvrir qu'on est au pied du mur au moment où on est au pied du mur. Je pense que c'est ça le Oui. sujet. Alors moi, en plus, je pense que l'autre gros sujet, c'est aussi d'éviter d'avoir des ventes qui soient complètement décalées de notre capacité. Et souvent, on a tous vécu en supply, un commercial qui arrive avec la super vente de l'année, le coup du siècle. Et en fait, pour réussir à faire ce coup du siècle, on va dépenser une énergie et donc mettre Oui. des coûts supplémentaires énormes et on va rogner sur un truc important dans l'entreprise, c'est la marge. Et surtout, on va prendre la décision non optimale globalement. Enfin, je l'ai connu, même quand j'étais dans l'industrie. Voilà, il y avait un des commerciaux, c'était un des chouchous du patron. Donc, quand il arrivait dans l'usine en disant, il faut arrêter toutes les lignes, j'ai une super commande d'un client, il faut faire ça, ben, les gens le faisaient. Sauf qu'à aucun moment, c'est pas si, ça peut se faire en SNOP quand même. Si c'est une commande qui met le bazar partout, ça peut se faire en SNOP. Alors, si la commande, il faut la livrer la semaine suivante, on est d'accord, le rythme SNOP ne permet pas de gérer ça. Et si la commande n'était pas prévisible, on est d'accord que ça ne rentre pas. En revanche, l'idée quand même générale du SNOP, c'est de se dire, on n'a pas une grosse commande qui va piquer le stock de tous les autres clients et qu'on va livrer parce qu'on ne sait pas si c'est ça la bonne chose à faire. C'est qu'on arrive à traiter le sujet de se dire, on continue à livrer tel client parce qu'ils sont stratégiques à long terme, ou on gère, ou on négocie du retard. Enfin, ça, je l'ai vu. Mais pour prendre des exemples plus pratiques, d'une enseigne qui faisait de l'ameublement, c'était il y a longtemps, j'espère qu'ils font mieux maintenant, je pense pas, mais où en fait les gens ont découvert après un plan promo. Donc il y avait un plan promo, donc flyer distribué dans les boîtes aux lettres, publicité 4 par 3 sur les bords de route, allez dans telle enseigne, il y aura, je sais pas quoi, des canapés en promo, je sais pas quoi, je crois que c'était des canapés. Et puis voilà, le directeur Indus, il est passé devant le panneau, il a dit comment ça, une promo sur les canapés, on est en rupture, on n'en aura pas avant 8 mois. Voilà. C'est du vécu.
Et donc, super promo, vous alliez dans l'enseigne, il y avait un corner vide en disant ouais, mais on n'a pas de canapé, quoi. C'est juste un exemple extrême, mais qui est un exemple réel que j'ai vécu, hein, qui était que les gens se parlaient tellement pas qu'ils arrivaient à se dire je vais faire une super promo parce que commercialement, je sens qu'il y a quelque chose à faire, mais en fait, on est en incapacité de livrer, quoi. Donc, c'est l'exemple extrême, mais que j'ai quand même vécu. Mais d'autres exemples, hein, qui sont effectivement sur du prend promo, sur du. Alors, la direction commerciale ne peut pas savoir qu'en ce moment, c'est difficile d'avoir les films plastiques promo, machin. Donc, si les gens ne se parlent pas, ils prennent les décisions chacun dans leur coin et ça ne va pas. On lance des OP, on n'a pas la capa, ou on investit ou on lance de la capa alors qu'on est en ralentissement commercial. Si les gens ne se parlent pas, ben, on va se retrouver avec des surstocks et des ruptures. Je pense que c'est le principe général. Je... J'ajouterais un bénéfice. Ouais, Ouais. alors, qu'est-ce que tu ajouterais? Moi aussi, j'en ajouterais un. Vas-y, à toi. J'ajouterais un bénéfice que j'ai marqué, qui est la sérénité. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on arrête de s'engueuler a posteriori. À la limite, on se chicane un peu a priori en se disant mais non, tu n'arriveras pas à vendre ça. Mais on en discute, on dit pourquoi j'arriverai à le vendre, je t'assure. Enfin bon, voilà. Et on en discute avant, mais quand on sort de la réunion, on se dit ok, c'est ça le plan, et on mesure sur des faits, pas des opinions. On enlève un peu d'affect et on se met dans un mode de fonctionnement qui est quand même un peu plus serein. Ça, c'était mon point important. Oui, donc ça Voilà. rejoint ce que je voulais mettre, ça favorise l'esprit d'équipe et la Ouais. transversalité un peu dans l'entreprise. Ouais. Donc ça casse les silos. Ça casse les silos puisque c'est un processus transverse par définition. Il casse les silos puisqu'au moins les directeurs se causent entre eux, enfin directeur ou le middle management se parlent. Donc en fait, à la cafette, on peut dire tiens, j'ai appris que vous alliez faire une promo sur les tartes aux pommes. Enfin, effectivement, on casse les silos et c'est un peu le même sujet. Il faut que j'avance. Faut que j'avance. Hop, on avance donc. Alors, il y a quand même des difficultés, parce que tout ça, c'est super vachement bien, mais en fait, les gens ont quand même un peu du mal à mettre ce processus en place. Alors, il y a au moins une personne qui a avoué avoir mis en place un IBP. Je veux bien qu'elle nous dise les difficultés qu'elle a eues. Mais ce qui était intéressant, c'est que ce que les gens ont du mal à faire en premier lieu dans l'étude Bearing Point, c'est évaluer les risques ou faire des scénarios. J'en parlais tout à l'heure. Naturellement, on n'a pas tendance à se faire des nœuds au cerveau, à se dire c'est quoi qui pourrait nous arriver comme ennui. Alors, ces dernières années, on s'est quand même dit tiens, il pourrait y avoir des pénuries, des guerres, des pandémies. Donc, on est peut-être un peu plus chaud, mais il y a 5 ans, ça ronronnait, personne ne se prenait la tête, quoi. Et en fait, il faut s'obliger à se dire, alors j'ai horreur du mot résilience, mais il y a des moments où c'est le bon mot, c'est de se dire, est-ce qu'on est en mesure de gérer un accident industriel, une fermeture, une ouverture de marché, une commande exceptionnelle, j'y reviens, hein. Exactement. Donc c'est difficile. Les gens, il faut se forcer à le faire. C'est pour ça qu'il faut dans la pratique avoir un responsable SNOP qui est bien ça en tête et qui se force à poser les questions aux gens en disant qu'est-ce qui peut t'arriver, quelles sont les incertitudes sur tes activités, à chacune des activités. Alors, on a tendance à ne pas se projeter suffisamment à long terme. La tendance naturelle est aussi de mettre le nez dans le guidon. Ils ont, mais t'as vu, on n'a plus de stock sur le BA212. Et en fait, ça, si quelqu'un n'a pas vécu une réunion où on finit par se noyer dans le détail et perdre la vision d'ensemble, je veux bien savoir dans quelle entreprise il travaille. C'est vraiment quelque chose qui est difficile de se dire non, non, mais on prend du recul, on a eu ce problème-là, mais c'est quoi le problème de fond, c'est quoi la route cause, c'est quoi qu'il faut qu'on prenne comme décision pour plus que ça n'arrive, et arrêtons de parler de la machine, machin, c'est déréglé au milieu de... Bon. Troisième point intéressant, implication de la finance. Elle est difficile à impliquer parce qu'elle considère que ce n'est pas son boulot souvent ou qu'elle va rester un peu loin. Donc c'est vraiment important de les embarquer. Donc il faut leur parler leur langage. Il faut leur traduire le plan en choses qui se traduisent par nécessité de lignes de trésor, de choses comme ça, pour qu'ils se disent oula, mais d'accord, nos stocks vont augmenter, ben, c'est bien de me le dire, parce que moi j'étais parti sur, comme on fait 2% de croissance, j'aurai 2% de stock en plus. Voilà. Si personne ne leur dit que non, pour y arriver, on va peut-être augmenter les stocks de 20%, ils ne le savent pas, et si on ne leur dit pas, on risque de se retrouver avec un autre problème qui est de dire je ne peux pas financer ce stock. Oui, forcément, hein, à un moment, l'entreprise, elle est limitée par des capacités financières. Hein.
Exactement. Si elle finance le stock, on est obligé de revenir sur d'autres investissements qu'on avait pris dans le plan parce qu'on pensait que ça passait. On se dit, si je finance ce stock-là, tu oublies ton ouverture de filiale ou l'achat de nouvelles lignes de prod parce que j'ai une limite dans ce que je peux trouver en trésor. Alors, t'en parlais Jean-Baptiste, ça ne concerne pas que l'industrie. Il y a des partenaires, fournisseurs, sous-traitants, prestataires logistiques qui sont difficiles à impliquer parce qu'ils sont externes à l'entreprise. Donc, c'est compliqué de les ramener dans le process. Je pense qu'il ne faut pas les ramener eux-mêmes dans le process. Ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas si c'est vraiment très critique. Mais en revanche, il faut s'assurer que dans le process, on a bien leurs inputs. C'est-à-dire qu'on s'adresse à un fournisseur clé critique qui fournit toute la matière, par exemple, ou si on fait des appros, le fournisseur qui est vraiment clé. Et de se forcer à poser la question de savoir s'il est bien en mesure de suivre la cadence ou qu'est-ce qui pourrait arriver ou quelle est sa capacité à monter en gamme ou à baisser, etc. Est-ce qu'on peut renégocier du contrat? On parlait tout à l'heure d'engagement de contrat. Quelle est la capacité qu'on peut avoir voilà. Donc, c'est forcément compliqué parce que c'est à l'extérieur. Un point important que j'avais trouvé important, c'est le manque de KPI. Et c'est pour ça que j'ai écrit KPI la première étape. C'est que tout ce processus-là, si on n'a pas des faits qui permettent de discuter déjà calmement, c'est compliqué. Donc, il y a la nécessité d'avoir des KPI, même simples, mais on se rend compte que les entreprises ont du mal à savoir quel est leur taux de rotation de stock, leur couverture de stock, leur taux de service. Quel que soit, elles sont rentrées dans le débat de c'est quoi un taux de service, mais en tout cas, un indicateur sur lequel la totalité des services d'entreprise s'est mis d'accord pour dire que c'est une mesure de notre efficacité. Couverture de stock, taux de service client pour parler de ça, valo de stock, peu importe, mais au moins un ensemble d'indicateurs et on se rend compte que dans pas mal d'entreprises, c'est compliqué de les avoir parce qu'il faut un système d'information qui permette de les extraire rapidement. L'implication de l'ADG, mais ça dépend juste de l'ADG. Voilà. C'était quand je disais que j'avais vécu dans une entreprise qui faisait du SNOP toutes les semaines, c'était le DG qui avait mis en place la réunion. Donc il était hyper impliqué, il était là toutes les semaines, puis c'était lui qui était SNOP master, quoi. Voilà. Et puis effectivement, ça parle d'outils et on va y venir. C'était en numéro 1, je ne voulais pas le mettre en numéro 1 pour ne pas donner l'impression de nous mettre en avant, mais c'était le numéro 1 dans l'étude Bearing Point. Les gens se plaignaient du manque d'outils parce qu'effectivement, pas de KPI, pas de simulation, pas d'endroit où on voit tout en même temps. C'est un peu la naissance des solutions comme Colibri, c'est qu'on voit bien que sans outils, c'est-à-dire avec Excel, c'est compliqué à faire. Tout le monde a Excel, mais ou un outil. Alors, je t'arrête parce qu'il y a Frédéric qui nous a donné aussi une autre difficulté, c'est l'absence de prévision pour mettre en place un SNOP. Et puis Céline, elle a une autre difficulté remontée, c'est que la supply a toujours en fait l'impression de dire non aux commerciaux ou aux autres, qui fait qu'on se dit ce processus, à quoi va-t-il servir? Eh ben, il va servir précisément à ce que le DG soit témoin je réponds à Céline en premier du coup, à ce que tous les parties prenantes soient dans la salle et que, bien sûr que le directeur supply n'est peut-être pas en capacité de faire tout ce qu'on lui demande, mais il n'a peut-être pas tous les éléments. Donc peut-être de se dire, que tout le monde prenne conscience qu'on ne peut pas toujours dire non, sinon on n'atteindra pas nos objectifs de croissance, ou au contraire, c'est assumer, la DG n'a pas les moyens d'investir et faut qu'on vende ses produits. Mais c'est de partager ce truc-là et pas d'être dans cette confrontation. Je pense que c'est central, c'est de sortir de on veut vendre ça, on ne sait pas vous le produire, vous ne l'aurez pas, pour monter à un niveau un peu plus haut qui est de dire on pourrait vendre ça, que faudrait-il faire pour être capable de produire? Qu'est-ce que ça coûterait? Est-ce qu'on a un moyen de le financer? Est-ce qu'il n'y a pas mieux, plutôt que de vendre ce truc-là sur lequel finalement on marche peu ou sur lequel on ne sécurise pas notre marché? C'est de se dire le peu de capa qu'on a, à quoi on l'utilise, mais de prendre une décision qui implique, j'irais même jusqu'au marketing suivant les métiers, qui est de se dire notre produit emblématique, c'est ça, on est connu pour ça. Il ne faut pas se rater là-dessus, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment important. Et qui disent non, c'est très bien, mais ils ne vont pas dire non à tout. Et s'ils disent non à tout,
on va se poser les questions SNOP de comment ils pourraient dire oui, ou tout simplement, comment on fait pour avoir moins de demandes. Parce que si la supply dit toujours non, c'est qu'on veut vendre plus que ce qu'on sait produire. Donc, il faut peut-être réduire les ventes en volume, comme je le disais, augmenter les prix, se concentrer, réduire la largeur de gamme pour se concentrer sur des produits plus rentables, que sais-je, quoi. Mais il faut traiter le sujet plutôt que de se heurter à des murs. Et effectivement, l'histoire des prévisions, c'est pour ça que Colibri est né il y a 10 ans. Il n'y a pas de prévision, c'est compliqué à faire dans Excel. On a tous connu des boîtes où on se dit, je prends ce qu'on a vendu l'an dernier, et puis comme le patron a dit qu'on ferait 5% de croissance cette année, je fais x0,5. Donne. Et en fait, c'est pas des très bonnes prévisions parce qu'en fait, c'est pas les mêmes produits. Enfin bon, effectivement, si on a plus que 50 produits, c'est compliqué à faire dans Excel et ça peut être l'intérêt de l'outil. Et c'est pour ça que les sondés de Bearing Point ont répondu qu'il manquait d'outils. C'est, je pense, plus sur la partie prévision qui est vraiment complexe à faire que sur la charge CAPA où les gens de l'usine en général savent faire, où les fournisseurs savent quand même répondre. Donc, oui, Céline, ça c'est le team player, je suis 100% d'accord. En fait, le fait d'être dans la même salle, c'est d'entendre de dire, bah oui, mais moi j'ai des objectifs, mais moi, mon client il se barre, si je lui livre pas ce produit-là, il partira chez un autre fournisseur, donc vous pouvez pas me planter. C'est exactement l'intérêt, c'est de comprendre les contraintes des autres. Et d'entendre effectivement la supply dire je peux pas construire une ligne de fabrication sur le parking, les gars. J'ai pas la place, j'ai pas les mètres carrés, donc je sais rien faire. Alors, il faut qu'on avance parce que le temps file à toute vitesse. Tu voulais ajouter un truc, Jean-Baptiste? non, au contraire, le J'avais timing compris. est important. Vas-y. Et donc, des outils. C'était là qu'on en était venu et c'est la bonne transition avec ce que disait Frédéric. Alors, la fluctuation des prévisions, je réponds, j'arrive pas à lire tout le chat en temps réel. La fluctuation des prévisions, oui, mais c'est pour ça aussi que c'est pas mal de se dire, on fixe une préf qui est ce qui sert de base au plan. On la révisera le mois prochain, mais au moins, on a une base et on n'est pas en train de changer tout le temps. La fluctuation des prévisions, c'est un peu la vie. Alors, si on fait vraiment si on fait un niveau macro, ça ne devrait pas trop fluctuer. Mais ça fait partie des KPI qui peuvent être intéressants, qui sont effectivement les écarts de prévision. C'est-à-dire que la supply, si vous leur changez les inputs tous les mois radicalement, au bout d'un moment, ils vont se dire je fais comme d'hab, advienne que pourra, parce que c'est compliqué pour eux. Dans tous les cas, des outils, pourquoi prévision de vente, c'est chronophage, c'est compliqué, c'est sujet à débat. Peut-être plus la charge capacité à la limite, les capacités de prod. Un fournisseur externe qui vous dit je sais produire 25 tonnes par mois, il n'y a pas de discussion. Ça, quand on utilise les 25 tonnes, c'est quoi les produits qu'on va mettre en avant. Par contre, les prévisions, ce qu'on est capable de vendre, on est beaucoup plus dans l'incertain. Donc, c'est une zone compliquée. Il y a de l'automatisation, de traitement de données, de récupérer les historiques, de faire un peu des calculs, d'avoir du reporting, d'avoir des écrans un peu sympas pour voir ces prévisions, les changer et pour là où c'est simple, les faire en automatique. L'adéquation charge-capacité, c'est de la simulation, c'est d'avoir assez rapidement la capacité de se dire est-ce que j'ai assez de capa? Si je passe en 3-8, est-ce que ça passe? Est-ce que si je bosse les samedis matins, est-ce que ça passe? Est-ce que de combien il faut que j'aille sous-traiter pour que ça passe? Donc, c'est les deux gros outils vraiment du SNOP qui sont. Et comme je le disais, la charge capa, ça peut être la capa d'un fournisseur sur laquelle vous faites de la simulation. Si votre fournisseur n'est pas en mesure de vous fournir autant que ce dont vous rêvez. Et donc, quelques écrans pour finir, parce que je pense qu'il faut qu'on finisse bientôt si on se laisse un peu de temps à la fin, qui sont des copies d'écran Colibri, juste pour que vous puissiez essayer de visualiser à quoi peut ressembler une prévision sur un article tout client confondu, mais on peut faire les prévisions aux clients, au canal de distribution, à la famille, des prévisions à un niveau agrégé. Mais l'idée, c'est qu'on est en automatique dans un outil, qu'on aille chercher dans votre ERP, dans votre système d'information, des historiques. Au moins, vous voyez ce qui s'est vendu. Cerise sur le gâteau, le système vous fait une prévision, vous calcule automatiquement, essaie d'analyser une saisonnalité, une tendance, vous fait une proposition.
vous la laissez. Dans le cas qu'on voit ici, il y a effectivement eu des corrections où on est venu rajouter des volumes promotionnels à une prévision, par exemple. Donc, on voit que là, on a les petits volumes promotionnels et un petit uplift. On peut éventuellement avoir quelqu'un d'autre qui a, ça ne se voit pas là, mais on a quelqu'un d'autre on a modifié la prévision fond de rayon un peu plus tard. On peut avoir d'autres personnes qui contribuent. On peut voir ce que chacun pense des prévisions, consolider tout. Mais donc, c'est comme ça que ça se présente. On retravaille, on est capable, avec un bon outil, le nôtre ou un autre. Le nôtre, évidemment, c'est le meilleur. Mais d'être capable d'avoir une vision macro et de travailler par exception sur là où c'est compliqué. Je vais le dire comme ça. Et je crois que j'ai juste 2 écrans sur les prévisions, donc je ne vais pas vous faire de la retape trop longtemps, mais que vous puissiez imaginer aussi qu'on est capable de comparer par exemple, un atterrissage. Donc, on a dans le module de prévision ce qu'on a déjà vendu. On a le prévisionnel révisé, parce que effectivement, les prévisions changent tous les mois. On peut comparer ça au budget. Donc, cet atterrissage au budget, on peut avoir des warnings en disant on est au-dessus, on est en dessous. On dérive sur quel produit. Donc, la partie reporting, hein, on en parlait, ces KPI sont importants, c'est-à-dire on dérive. Du coup, on prend des décisions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de se ramener au budget? Et là, je montre effectivement de l'adhérence au budget, mais on peut également analyser la fiabilité des prévisions. C'est très important en fait d'être capable de faire ça, de se dire quelle est ma fiabilité de prévision. Je ne l'ai pas montré ici, mais de se dire à 3 mois par exemple, oui, j'y réponds bientôt. À 3 mois, mettons que j'ai 3 mois de délai d'appro ou que la production exige d'avoir 3 mois pour s'organiser. Donc, ce qui est important, c'est est-ce que mes prévisions sont fiables à 3 mois. Ça peut se mesurer aussi, non pas pour s'écharper en réunion, mais aussi pour se dire, tiens, on n'arrête pas de se planter sur ces produits-là, essayons de comprendre pourquoi on se plante, root cause, pourquoi on se plante, qu'est-ce qui est difficile, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour avoir l'information plus en amont, est-ce qu'il y a des promos, des événements qu'on ne nous remonte pas, blablabla. Oui, parce qu'il y a un truc aussi qui est intéressant, Cédric, c'est qu'on dit souvent la prévision, elle est fausse, et on sait qu'elle est fausse, par contre, c'est une nécessité d'en avoir une. Est-ce que justement, le processus SNOP, à force de faire des prévisions, nous permet d'être plus fiable en prévision? Est-ce qu'on a des retours d'expérience là-dessus? Alors oui, Quand je démarre, c'est la première fois que j'ai fait une prévision, elle va peut-être pas être très bonne. Mais est-ce que justement, d'avoir un processus SNOP, ça permet d'améliorer cette fiabilité? ouais, alors moi j'ai l'habitude de dire que dès lors qu'on met une mesure, c'est magique, hein, mais dès qu'on met une mesure de fiabilité, le processus qu'on mesure, qu'il soit prévision ou ce qu'on veut, hein, il s'améliore. C'est bizarre, hein. Si vous vérifiez le rangement de la chambre de vos enfants, c'est bizarre, mais elle se range d'un coup, la chambre. Si on fait juste confiance, ça marche moins bien. Euh, En fait, c'est aussi simple que ça. Vous avez un report de niveau de stock, vous surveillez vos niveaux de stock. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose des vécus. Vous mettez ça en place, les stocks, ils se mettent à baisser. C'est bizarre, hein. Et c'est juste que les gens se disent ah merde, c'est vrai, ce truc-là, c'est une commande allumée, il faut que je me débarrasse de ce truc. Sur les prévisions, c'est pareil. Vous mettez une fiabilité, vous partagez la prévision entre vous. Tout le monde regarde, tout le monde se dit ah, faut qu'on fasse gaffe, on s'est planté cette année, on n'a pas eu tel événement. Bon, donc oui, la fiabilité de la prév, elle augmente. Alors, je ne peux pas vous dire de combien mécaniquement parce que ça dépend, mais le fait de mettre en place juste un process de prévision, même si on oublie le côté OPI, hein, mais juste de mettre un processus de prévision, oui, la fiabilité de la prévision augmente radicalement parce que les gens gagnent du temps, vont se concentrer sur des trucs compliqués. Le truc qui se vend, on parlait d'anecdotes, ça parle, j'ai fait des prévisions pour l'INT. Le chocolat noir, c'est une drogue dure, ça se vend, mais comme ça, quoi. Je pense que, et puis si c'est en rupture une semaine, on vend pile 2 fois plus la semaine d'après parce que visiblement la consommation est super stable. Elle est saisonnière, mais elle est hyper régulière. Donc c'était rigolo de se dire, c'est facile à prévoir, c'est pas la peine d'y passer 107 ans. Un algo statistique va faire une prév parfaite. En revanche, le chocolat, crème brûlée, machin, menthe, là c'était compliqué. Et là, il fallait effectivement, il y avait des à-coups, des promos, des effets de cannibalisation. Il fallait que les gens y passent du temps. Et le temps qu'ils gagnent à ne pas faire les promos simples, les prévisions simples, ils le passent à se pencher sur les trucs compliqués et on gagne à chaque fois. Je pense qu'on n'a pas un seul client, en tout cas dans mon expérience, on n'a jamais eu de client qui avait rien gagné à mettre en place un process de prév.
Ou alors c'est qu'ils ne font pas de prêve, ils sont exclusivement à la commande. Donc là, il n'y a rien à gagner à faire des prêves, mais en fait, tout le monde le sait déjà, quoi. Donc, on gagne systématiquement en fiabilité de preuve dès lors qu'on les fait, qu'on les partage et qu'on les challenge. C'est ça le point important. Hein. C'est-à-dire que si vous faites des prévisions et que vous ne regardez jamais si elles étaient bonnes, elles risquent de ne pas s'améliorer. En revanche, si vous faites un peu de reporting, elles s'améliorent. Voilà, je passe rapidement. Ouais. Il y a une question de Sébastien, la granularité des prévisions, parce qu'on sait que ça parlait de super famille ou famille, mais dans l'entreprise, on connaît les produits. Donc, comment on réconcilie cet aspect famille et cet aspect… C'est une autre boucle de planification qui n'est pas directement traitée par le SNOP. Ce que je disais, quand on sort du SNOP et qu'on se dit on va monter en stock sur les désherbants bio, je sais pas quoi, enfin, je sais pas dans quel métier vous êtes chacun là, mais effectivement, on a 42 références de désherbants bio, lesquelles on monte en stock de combien? C'est le PDP ou c'est la planif opérationnelle. Mais la décision globale, partagée, pour ne pas se perdre dans les détails, on s'est dit, on va monter en stock, on est sûr que ça partira, et on est sûr que si on a fait le stock sur le mauvais produit, on arrivera quand même à écouler les autres. Donc, on est sur ce type de décision-là, mais effectivement, derrière, sur des décisions de montée en stock, on essaye de mettre tous les produits à peu près à la même couverture, mais c'est plus dans la planif opérationnelle. Là où ça devient compliqué sur des décisions de rupture, de dire on ne peut pas servir tout le monde, et là, il y a une vraie décision, alors éventuellement à traiter en SNOP, quels sont les clients que je ne livrerai pas ou en retard, quels sont les produits que je mets en rupture. Il faut le décliner en se disant on livre que 80% des désherbants bio, lesquels alors, en SNOP, on peut se dire, on se met d'accord qu'on tue les nanars. Voilà. Pas les clients, les produits qui se vendent peu, on les arrête, on perd un peu en volume, mais on ne faisait pas de marge dessus. Voilà. Le point se traite effectivement après la réunion, c'est-à-dire que quand on a fini la réunion SNOP, on a donné du boulot à chaque équipe, à mettre en place les promos, à mettre en place, à décider comment on le décline opérationnellement. C'est pas aussi simple, mais on le fait avec un cap et non plus au jour le jour, au petit bonheur la chance. Top. Je pense qu'on arrive au bout. Voilà, adéquation charge CAPA, c'était juste pour que vous ayez une petite idée. On peut définir des ressources, on peut regarder ce que le besoin génère comme charge sur les ressources et se mettre d'accord sur comment on ajuste le nombre d'équipes, les CAPA, le temps de travail, le délestage sur d'autres sites, si on a du délestage sur d'autres sites. Donc là, on est dans de la simulation. Voilà, je passe en D8, je passe en 3-8. Si je passe en 3-8 pendant un mois et que je monte mes stocks, est-ce que ça me permet de passer la coupure de l'été? Ce genre de simulation-là qui se fait facilement dans ce genre d'outils. Toujours au niveau agrégé, SNOP, toujours théoriquement au niveau agrégé. Je dis bien théoriquement. Après, si vous avez 40 produits, faites le SNOP au produit. Top. Je pense qu'on a fait un premier bon tour. Pour un premier webinaire, c'est pas mal. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de répondre aux questions des invités, puisqu'il est déjà midi, donc on peut se laisser quelques minutes pour déborder un peu. Donc, on peut demander aux invités, est-ce que par rapport à la présentation, ils ont des questions? Et pendant qu'ils écrivent, moi, je vais en poser une. Combien de modèles de prévision existe-t-il? Parce que faire une prévision, on pourrait faire une prévision commerciale, mais voilà, mathématiquement, est-ce qu'il y a de nombreux modèles qui existent Oui. Mathématiquement, c'est un sujet qui excite les matheux depuis plusieurs siècles, en fait. Donc, en tout cas, depuis un bon siècle de façon efficace. Donc, il y a forcément plein de méthodes. Après, il y en a quelques-unes assez limitées qui marchent super bien en supply. Parce qu'il y a ça, il y a la prévision météo, il y a la prévision… En supply, il y a des méthodes robustes. Robuste, ça veut dire on est sûr qu'elles marcheront à peu près bien dans tous les cas, qui marchent relativement bien. Hot Winters, pour utiliser le nom des deux savants qui ont contribué à ça, qui est une méthode qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui arrive à capturer de la saisonnalité, de la tendance. Ça marche relativement bien. Mais par contre, il doit y avoir des dizaines et des dizaines de méthodes là, il y a beaucoup d'engouement pour tout ce qui est machine learning, etc. Donc, il y a des nouvelles méthodes qui sortent chaque année, qui améliorent souvent un petit peu. Donc, mais il ne faut pas non plus penser que les algos vous font gagner du temps. Mais
mais sur un process SNOP, on est à un niveau macro quand même. Hein. Les algos, ils vont faire du bon boulot, même les algos tradis, parce que si on se met à un niveau moyen, on a un signal en général qui est assez propre, on a 3 ans, 4 ans d'historique, on arrive à peu près à comprendre. Si on est à un niveau macro-famille, les livres disent 10-20 familles. Moi, j'ai jamais vu aussi peu 50 familles. C'est déjà des trucs que je rencontre plus souvent parce que les gens n'arrivent pas à s'en tenir à 10 familles. Mais si on est à un niveau très agrégé, les algos vont faire des bonnes preuves. Ce qui compte, c'est un algorithme, il reproduit le passé. Je vais te répondre comme ça. Alors, donc, on a 50 algos qui sont en train de gratter 1% de qualité de preuve par rapport à la reproduction exacte du passé. Mais il n'y a pas un seul algo qui sait que tu vas faire une promo. Hein. Ah oui, forcément. Si tu lui dis pas. Ou qui sait que la guerre en Ukraine va s'arrêter, ou qu'au contraire, enfin voilà, ou pas. Donc les hypothèses et les impacts sur le volume, c'est des choses qu'on doit, le risque, c'est quelque chose qu'on doit discuter en SNOP. Ah, Ouais. intéressant, hein, les différents modes de fabrication, comment on fait pour Alors oui, plein de mutualiser les retours. ressources. Plein de retours, parce qu'effectivement, c'est même mon expérience Indus, c'est même pas en tant que Colibri que je dis ça, mais vous avez du MTO, du MTS, alors je parle même pas du ETO, mais on va dire que le MTO, c'est un cas plus compliqué encore que enfin oui, le ETO, c'est... J'étais en ETO, en fait, dans ma vie. En fait, on fait des preuves, on a des incertitudes, on a besoin de faire du lissage. En fait, ce qui est top, c'est que quand on fait l'exercice, on se dit, tiens, on pense que la charge sur mes équipements, sur mes fournisseurs, hein, mais ma charge industrielle, elle va être de temps sur tout ce qui est MTO ou ETO. Où on le fait à un niveau agrégé. Quand on est à un niveau agrégé, ça va bien. On a une nomenclature en moyenne, une gamme moyenne. On se dit en moyenne, je sais pas, moi je travaille dans la menuiserie, hein, une fenêtre en moyenne. Alors ils avaient des unités à eux, mais en fenêtre, une moyenne, c'est cette complexité, ça va prendre tant de temps. Donc, on était capable de dire, en fonction des prévisions pour la partie c'est configure to order, donc l'équivalent d'un ETO, on était capable de dire à peu près la charge à laquelle on s'attendait. Si on avait des pics, qu'on avait besoin par exemple d'anticiper un pic, puisqu'on était dans un métier saisonnier, bah les anticipations, on les fait sur le MTS. On se dit, bah ouais, en même temps, toutes les fenêtres format standard, sauf que je bossais dans une boîte où on en avait très peu à l'époque, mais tout ce qui est format standard, ben oui, je monte en stock dessus. Donc, je me stocke avant la saison haute, je fais le stock de l'année de tout ce qui est produit standard et je libère 100% de CAPA pendant le pic pour produire ce qui est ETO ou MTO. Donc le mix, en fait, est même quelque chose que je trouve d'hyper confortable dans la mesure où quand on fait cette projection-là, on fait de la réservation de CAPA pour tout ce qui est ETO, MTO. Du coup, il nous reste une CAPA résiduelle pour le MTS et on peut faire une planif stock sur le MTS. Et ETO, MTO, quand on fait un exercice SNOP, oui, Céline, je suis bien d'accord. Pas mal d'expérience dans le secteur aussi. Et en fait, quand on fait son exercice de planification sur la partie ETO, MTO, on est capable de dire bah, mon délai de réponse compte tenu de ma charge et du backlog. Hein. C'est-à-dire que quand on fait du MTS, on regarde les stocks qu'on va avoir. Quand on fait du MTO, on regarde le backlog qu'on va avoir, c'est-à-dire le retard, en fait, puisqu'on commence à produire que quand les commandes tombent. Donc, en fait, c'est un peu symétrique et on voit non pas le stock, mais le retard. On est capable de dire on aura 4 semaines de délai annoncé parce qu'on a un backlog, on est en train de courir derrière. Sur les produits frais, sur de l'agro-frais, c'est juste pas les mêmes leviers. Mais sur de l'agro-frais, on peut faire varier les temps de travail. On peut passer en 1-8, 2-8, etc. Après, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, parce que je n'ai pas en tête encore tous les membres, mais sur de l'agro-frais, on peut faire un exercice SNOP pour s'assurer que les fournisseurs, si vos fournisseurs sont vraisemblablement viennent de l'agriculture, hein, sur du produit frais par exemple, et ben, un jour, il y a un prospect qui m'a dit moi, si vous me dites que je suis en rupture 3 mois avant, moi, je ne peux pas planter des cochons. Ils ne vont pas pousser en 3 mois. Donc, il me faut un plan à un an pour que je puisse dire à mes agriculteurs, à mes éleveurs, je vais avoir besoin de temps et temps. Alors, oui, Céline, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, même si en théorie le SNOP se fait à la maille-mois dans les bouquins, moi je trouve que pour des produits ultra faits avec une saisonnalité violente, je trouve ça pas mal de le faire à la maille-semaine. Je parlais de la Berry. La Berry, ils avaient des réunions
qu'on peut considérer comme étant du SNOP. Il y a longtemps, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui. Et c'est un exemple, enfin, je cite les clients qui travaillent bien, vous aurez noté. Hein. C'est anonyme quand c'est les exemples rigolos et quand c'est les bons exemples, je cite les clients. Ils faisaient une réunion tous les matins en novembre-décembre. Donc, ils font 80% de leurs chiffres en fin d'année. Hein. Ils faisaient une réunion tous les matins avec l'industrie, le commerce et la direction, quoi, pour décider de ce qu'ils mettaient en prod au jour le jour. Je me suis fait tuer par les orthodoxes du SNOP quand j'ai dit ça, mais pour moi, c'était un SNOP à la maille-jour, et ça ne me choquait pas. En fait, le principe était là, qui était un processus où on met tout le monde dans la pièce et on décide ensemble. Donc, dans l'ultra frais, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, Céline, mais sur des produits ultra frais, effectivement, la maille-moi, c'est un peu limite, quoi. Enfin, ça permet de gérer, de communiquer un besoin prévisionnel sur 6-12 mois à vos fournisseurs pour qu'ils soient en mesure de livrer vos matières, qui sont sans doute fraîches et périssables. En revanche, les décisions qu'on prend de mise en stock, elles sont à une maille plus courte. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, si vous faites du spatial, le SNOP, il est... En fait, Alors, c'est pas, je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas du master schedule évolué. Jour le jour, je réponds pour le cas de la Berry que j'ai bien connu. Au jour le jour, le commerce était là. C'était pas du master schedule. La direction commerciale était dans la pièce le matin et elle disait OK, je veux bien qu'on soit en rupture sur tel produit ou j'annule la mise en avant de tel produit. Mais on était vraiment sur un principe SNOP chez eux, qui est un cas extrême avec des produits qui ne tiennent pas longtemps. Le master scheduling est une activité dans le silo prod. Si on suit les bouquins, hein, le master scheduling, on prend la demande comme étant une donnée d'entrée et on fait une planification de prod. Mais en fait, ce que disait Céline, c'est que si vous êtes dans l'agro avec des mailles courtes, hein, ça peut être intéressant de prendre le type de décision dont on parlait, mise en avant, promo, etc., à une maille plus courte et sur un horizon possiblement plus court. Ça dépend aussi de vos clients, quoi. Enfin, si vous vendez à la grande distrie, le plan promo, il est figé sur un an. C'est pas la peine de penser qu'à la maille semaine, on va faire des trucs. Mais enfin, il n'y a pas de règle universelle. Il y a vraiment pour moi, j'ai vu des business où on pouvait faire du SNOP à une maille. Enfin, mon exemple industriel, menuiserie, les ventes se faisaient via le réseau. Si on voulait faire une promo, enfin c'est du vécu, hein, j'étais DSI à l'époque, on voulait faire une promo sur un accessoire, on le décidait le vendredi après-midi, le mardi le mail partait au revendeur, fin de semaine, le marketing avait fait la plaquette et tout ce qu'il faut pour diffuser, quoi. Donc c'était un cas où à la mail semaine, ça marchait. Hein. bon, c'est top, Cédric, on a eu un concentré de ton expérience et ça nous a permis de découvrir ou de défricher le processus SNOP. On a bien répondu aux questions de nos participants, je les en remercie. Le webinaire je pense qu'on peut le conclure, on peut le terminer. En tous les cas, on a un temps imparti, donc il faut qu'on libère nos invités. Ouais, ouais. Donc, je voulais te remercier parce que tu nous as fait une super presse. Voilà, pas trop compliqué. On est sorti un peu du carcan CPIM, tout en voyant les éléments fondamentaux d'un processus SNOP. On n'a pas eu de démo Colibri, mais on a eu justement qu'est-ce qu'apporte le SNOP comme processus à mettre en place. Alors, digitalisé, on a aussi découvert ce que ça pouvait apporter. On a prévu d'autres webinaires pour succéder à celui-ci. Et donc, on va décider ensemble et avec nos adhérents et nos invités ce que l'on fera. Donc, on va les questionner. Voilà, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Qu'est-ce que vous voulez découvrir dans le SNOP? Est-ce que c'est les modèles de prévision? Est-ce que c'est le processus? Est-ce que c'est les interactions avec la finance? Voilà, on va poser une série de questions pour que nos invités puissent se positionner, que nous puissions préparer les prochains webinaires. Donc, je vous invite tous à surveiller notre page LinkedIn, notre site web, et puis en push, on va envoyer des choses. Donc, je te remercie, Cédric, pour la clarté de tes propos, la transparence, le côté un peu cash, mais qui est aussi très intéressant pour pas rester dans les livres et passer à la réalité. Je remercie les invités d'être venus nombreux aujourd'hui, d'avoir posé leurs questions assez variées et nombreuses. Et puis, donc, on se dit à très bientôt. Merci à vous d'être venus et pour vos questions. Et puis n'hésitez pas
si vous en avez d'autres, on peut rester en contact en attendant notre prochaine sauterie, Jean-Baptiste. Oui, tout à fait. Vivement qu'elle arrive. Est-ce que tu as affiché tes coordonnées ou on les retrouve sur… Alors non, mais comme elles sont sur on est adhérent, donc normalement elles doivent être trouvables sur le site Alp Supply Chain. Sinon, Tout à fait. J'ai déjà sinon, communiqué. je t'invite à les partager. Sinon. Voilà, je les partagerai. J'ai déjà communiqué les liens pour aller vers le site de Colibri et puis aussi vers notre webinaire, vers notre lieu où nous faisons les replays, notre chaîne YouTube. Voilà, on va mettre ce webinaire sur notre chaîne YouTube dès aujourd'hui. Donc, bonne journée à tous. Merci encore et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.